Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans le sud de la Russie. Alors vous comprenez que la Russie est un immense pays et effectivement je ne peux pas aborder toutes les régions d'un coup. Donc nous allons faire la Russie en plusieurs vidéos. Nous allons commencer par le sud de la Russie. La Russie du Sud, si c'était un pays avec plus de 478 000 km², eh bien ça serait un pays entre le Turkménistan ou l'Ouzbékistan. Ou, si vous voulez, puisque c'était un pays en Europe, il serait le 5e plus grand pays d'Europe, juste après la France et l'Espagne. Autrement dit, le territoire que nous allons étudier est beaucoup plus grand que l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, eh bien, le territoire a pour frontière au sud le Caucase, à l'ouest la mer Noire, la mer d'Azov et l'Ukraine, à l'est la mer Caspienne et au nord la frontière kazakhstanaise avec le Kazakhstan. Et on pourrait même finir ce périmètre en rajoutant le Don à l'ouest et la Volga et un canal qui est de large de 50 km qui relie le Don et la Volga. Il faut noter également qu'on parle de Transcaucasie et de Ciscaucasie. En fait, le point de vue est celui du point de vue russe. En latin, le préfixe cis veut dire de notre côté, trans veut dire au-delà. Donc, en fait, la Ciscaucasie, eh bien, elle détermine le côté russe, c'est-à-dire le nord du Caucase, tandis que la Transcaucasie délimite ce qu'il y a au sud du Caucase, qui sont aujourd'hui les territoires, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Enfin, le mot Caucase vient de Caucasos, qui est un géant qui a été puni par Zeus. Étudions plus en détail le relief. Donc, comme nous l'avons mentionné, d'abord, il y a le Caucase. Le Caucase, en fait, c'est le toit de l'Europe. En effet, vous avez les monts les plus élevés si on considère bien sûr le Caucase faisant partie de l'Europe. Effectivement, c'est un débat. Pendant très longtemps, les géographes ont déterminé la frontière de l'Europe plus sur des caractères ethniques que sur des caractères géographiques. D'ailleurs, le Don était aussi pendant très longtemps, jusqu'au règne de Pierre le Grand, la frontière. On a décidé de la repousser vers l'Oural à l'est, mais aussi on a considéré le Caucase comme la frontière sud. Pour les géographes arméniens, géorgiens ou azerbaïdjanais, eh bien la frontière va au sud. Donc c'est un débat. Si on considère le Caucase comme faisant partie de l'Europe, eh bien le Caucase est bien le toit de l'Europe avec le sommet le plus élevé du continent, c'est bien sûr le mont Elbrus à 5643 mètres. Autrement dit, 1000 mètres plus grand que le mont Blanc. Et ce n'est pas le seul en fait. Vous avez un certain nombre de monts qui sont situés au-delà de 5000 mètres. On peut mentionner le mont Shekhara, le mont Koshtan-Tau, Jangil-Tau ou encore le Dik-Tau. Tau signifiant dans une langue caucasienne le mont, bien évidemment. Eh bien, cette chaîne de montagnes fait aussi la source de nombreux fleuves, parmi lesquels nous devons citer d'abord le Kouban. Le Kouban, c'est un fleuve qui prend donc ses sources dans le Caucase, qui prend la direction du nord-ouest avant justement de se jeter dans la mer d'Azov. Et à l'inverse, vous avez le Terek qui arrose un certain nombre de républiques avant de se jeter dans la mer Caspienne. Mais comme on l'a mentionné également, au nord, il faut aussi mentionner le Don et la Volga. Alors là, ils ne prennent pas leurs sources dans le Caucase, ils prennent leurs sources bien plus haut, dans le nord de la Russie. Mais la Volga, c'est véritablement le plus long fleuve d'Europe. Nous avons mentionné le Danube, et bien la Volga est encore plus grand puisqu'il fait plus de 3645 km. Dans la région qui nous intéresse, c'est seulement les 500 derniers kilomètres, là où le fleuve se jette dans la mer Caspienne. Et de l'autre côté, vous avez le Don. Le Don, c'est le 5e plus grand fleuve d'Europe. Là aussi, il prend ses sources et coule uniquement en Europe, en Russie, et se jette dans la mer d'Azov. Il faut noter, comme je l'ai mentionné, il y a un canal puisque les deux fleuves vont en fait se rapprocher à 50 km l'un de l'autre. Et donc, les Russes ont construit un canal pour relier les deux fleuves. Enfin, il faut mentionner que le paysage est plutôt au nord, la région pontique que nous avons évoqué lors de la vidéo sur l'Ukraine, climat pontique
qui est un peu plus doux, mais dès que vous éloignez du rivage, vous allez avoir un climat plus continental, sans oublier effectivement dans le Caucase un climat montagneux. Enfin, plutôt vers Sotchi, vous avez un climat subtropical. Ce climat subtropical est très intéressant puisque vous allez avoir par exemple une viticulture ou par exemple vous allez avoir quelques fruits exotiques et effectivement vous allez aussi avoir le développement d'un tourisme balnéaire. Alors au niveau de la géographie humaine, c'est très intéressant parce que ce territoire de 478 000 km², qui pourrait être aussi grand que la France ou l'Espagne, eh bien, il ne représente que 3% de l'ensemble de la Fédération de Russie, puisque le territoire russe est immense. Pourtant, avec 21 millions d'habitants, eh bien, il forme 14% de la population russe. Et sur ce territoire, il faut noter deux choses. D'abord, vous avez au nord un territoire qui est beaucoup plus peuplé. C'est en fait ce qu'on appelle la fin du triangle fertile. En fait, 78% de la population russe réside dans un triangle qui va du nord de la Russie jusqu'à notre région et qui va aussi englober un certain nombre de régions d'Asie, mais proches de la Russie, donc dans la région de l'Oural. Et cela forme un triangle beaucoup plus fertile. Dans le reste du territoire russe, le territoire est complètement désert. Et bien dans notre région, on voit très bien cette différence, cette dichotomie, puisque au nord, vous avez justement la région, et la première ville de la région, c'est Rostov-sur-le-Don, avec plus d'1 million d'habitants, mais seulement la 10e ville de Russie. Donc vous voyez l'écart, et justement, elle se situe à la fin de ce triangle fertile. Alors Rostov est connu parce que du coup, c'est une ville qui est donc sur le Don. C'est un pôle industriel et économique et avec notamment un certain nombre d'activités portuaires. Et ensuite, vous avez Krasnodar. Krasnodar, c'est la deuxième ville de la région, beaucoup plus au sud. En fait, Krasnodar, le nom vient de Kras, rouge, et Dar, le Don. En fait, un certain nombre de villes ont été renommées par l'armée bolchevique au début du XXe siècle. On connaît tous, par exemple, Saint-Pétersbourg était devenu Leningrad, Volgograd est devenu Stalingrad, la fameuse Stalingrad. Eh bien, là, les noms sont restés, puisque auparavant, Krasnodar se nommait Ekaterinodar, et c'était en fait le don de Catherine II de Russie. Donc, faisant référence à une monarque, eh bien, l'armée bolchevique a renommé en Krasnodar. Le reste des autres villes sont des villes qui sont très peu peuplées à l'échelle de la Russie. On peut mentionner d'abord Makhachkala, qui est la capitale du Daghestan. Elle-même a été rebaptisée puisque en fait elle s'appelait avant Petrovskoye, en l'hommage de Pierre le Grand, donc référence monarchique. Donc on va la renommer à partir d'un héros de l'armée rouge, Kala étant le fort. Donc c'est une ville qui est plutôt récente d'ailleurs, fondée en 1844. Vous avez ensuite Astrakhan, qui est une ville très ancienne dans la Russie, puisque Ivan IV le Terrible va prendre la ville en 1566 et elle était auparavant la capitale du Khanat d'Astrakhan. Ensuite, vous avez Sotchi, qui est une ville très récente, où elle a été fondée au XXe siècle, justement à la suite de la construction de la datcha de Staline. C'est justement la capitale de la Riviera russe, celle qui est située dans le climat subtropical et qui bénéficie d'un engouement, d'un dynamisme économique et démographique. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est un peu la Floride russe. C'est elle également qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Et enfin, vous avez Grozny et Vladikavkaz. Grozny, c'est la capitale de la Tchétchénie. Elle a été construite à partir du 19e siècle suite à l'exploitation du pétrole. Elle a été malheureusement connue en raison des guerres de Tchétchénie et aujourd'hui bénéficie d'un boom économique assez important puisque la ville a été complètement rasée et reconstruite depuis. Vladikavkaz, au contraire, ça veut dire le maître du Caucase. Elle a été construite sur la fameuse route géorgienne, la route militaire géorgienne dont nous allons parler plus en détail, et c'est aujourd'hui la capitale de l'Ossétie du Nord. Donc vous voyez bien que, à l'exception de Rostov ou Krasnodar, les villes sont entre 300 000 et 600 000. Et effectivement, c'est une caractéristique de la région. Vous avez beaucoup plus de gens qui vivent dans les zones rurales que dans les zones urbaines, alors que la Russie, à l'échelle
national est un pays urbain à 72%. Concernant le découpage administratif, alors la Fédération de Russie est composée de 86 sujets. Ces sujets ont différentes entités. D'abord, vous avez l'entité de Bask qu'on appelle l'oblast. Et l'oblast, c'est ce qu'on pourrait appeler la région. Et en général, c'est un territoire administratif qui est peuplé majoritairement par des Russes. Dans cette région, nous n'avons que 2 oblasts, puisque effectivement, c'est une région qui est atypique, différente des autres. Les 2 oblasts sont l'oblast de Rostov et l'oblast d'Astrakhan. L'oblast de Rostov, à lui tout seul, il fait plus de 100 000 km² sur notre territoire qui fait 400 000. Autrement dit, l'oblast de Rostov, à lui tout seul, c'est un quart de notre région. Donc, ça prend une part importante. Ensuite, vous avez les kraïs. Et ici, vous avez 2 kraïs. Alors, sur l'ensemble de la Russie, vous en avez 9. Donc, seulement 2 ici, donc vous voyez que c'est quand même important. Les kraïs, en fait, normalement, n'a pas trop de différence avec l'oblast, si ce n'est que ce sont des territoires qui ont été incorporés un peu plus tard historiquement. Les 2 kraïs, en l'occurrence ici, sont le kraï de Krasnodar et de Stavropol, qui sont majoritairement, eux aussi, peuplés de Russes. Le kraï, le mot kraï en termes, on peut le traduire par région, nous l'avons vu plus en détail dans la vidéo sur l'Ukraine. Ukraine, Ukraina, kraï. Donc c'est bien le territoire qui est situé en bordure. Donc au final, sur les 12 entités qui nous intéressent dans cette région, la majorité, 8, sont en fait des républiques. Et c'est quelque chose d'assez atypique, puisque vous avez 24 républiques dans l'ensemble de la Russie, et donc presque un tiers sont uniquement situés dans le sud de la Russie. Alors, pour les nommer, nous avons d'abord la Kalmoukie qui est au nord, mais effectivement, la plupart des républiques vont être au sud. Alors, on peut situer d'abord la république d'Adygué, qui est une enclave du kraï de Krasnodar, et donc qui rejoint par de nombreux aspects le kraï de Krasnodar, et donc ensuite 6 autres qui sont justement d'ailleurs voisines l'une de l'autre et qui sont aussi frontalières avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Je les mentionne, vous avez d'abord le Daghestan. Le Daghestan, c'est la république la plus multiethnique, on en parlera plus en détail. Elle a pour capitale celle qu'on a mentionnée, Makhachkala. Ensuite, vous avez la Tchétchénie et l'Ingouchie. Vous avez l'Ossétie du Nord à l'ouest. Vous avez ensuite 2 autres républiques qui sont la Kabardino-Balkarie et la Karatchéo-Tcherkessie. Et vous voyez qu'en fait, à l'exception du Daghestan qui a 3 millions d'habitants, ou la Tchétchénie qui a 1,5 million, les autres républiques sont des républiques faiblement peuplées. Elles ont autour de 400, 500, 600 000 et la Kalmoukie est la moins peuplée avec 200 000 habitants. Concernant le tourisme, au-delà des villes que nous avons déjà mentionnées, qui sont aussi des pôles touristiques, nous pouvons également parler de la ville de Taganrog, qui est la ville natale de Tchekhov et d'autres artistes. C'était aussi le premier port russe sur la mer d'Azov et la mer Noire. Ici, vous avez Elista, qui est la capitale de la Kalmoukie. Vous voyez d'ailleurs un temple bouddhiste parce que la majorité des Kalmouks sont bouddhistes. Et vous voyez les échecs parce qu'en fait, les échecs sont obligatoires en Kalmoukie à l'école. Ici, vous avez la capitale de Stavropol, du kraï du même nom. Vous avez la forteresse de Derban, et qui est en fait l'une des plus vieilles villes de la Fédération de Russie, qui faisait plus partie du monde perse. Ici, vous avez la forteresse de Kunipskaya. Là, vous avez la station de ski de Krasnaya, qui a justement été l'une des stations de ski qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Et enfin, vous avez un certain nombre de parcs nationaux, à commencer par le parc national d'Alani, du mont Elbrus, la réserve naturelle d'Astrakhan, le mont de Savoie de le Caucase, le site archéologique de Tanaïs, puisqu'on a mentionné dans la vidéo sur l'Ukraine que les Grecs se sont installés en mer Noire. Donc là, c'est l'un des sites qui nous reste. La réserve naturelle de Bogdo-Bakuncha, qui est dans l'oblast d'Astrakhan, ou le canyon de Soulatskiy dans le Daghestan. Enfin, le lac de Kezenoïm. La langue officielle de cette région, eh bien évidemment, c'est le russe, puisque nous sommes dans la Fédération de Russie. Alors, nous allons plus en parler du russe dans d'autres vidéos. Donc, j'aimerais me concentrer sur les autres langues. Eh bien, dans les républiques, la spécificité d'une république dans la Fédération de Russie, c'est de pouvoir choisir une langue officielle. Donc, en général, vous en avez une ou deux. L'exception, ça va être le Daghestan, où vous en allez avoir 14.
Alors, quelles sont ces langues? Vous voyez, c'est une tour de Babel, puisque vous avez d'une part les langues altaïques. Alors, les langues altaïques, ce sont les langues qui viennent du mont Altaï. Les monts Altaï sont une chaîne de montagnes située entre le Kazakhstan, la Chine, la Russie et la Mongolie. Et pourquoi? Parce que justement, vous avez d'une part les langues mongoles et d'autre part les langues turques ou turciques. Alors ici, vous avez une langue mongole, ça va être le kalmouk. Et vous avez des langues turciques ou turques, notamment la langue oghuz, qui est l'azéri, et différentes langues qu'on appelle les langues turques kipchak, notamment le nogaï, le koumyk, le balkar ou le karatchaï. Au-delà des langues altaïques, vous avez aussi une langue indo-iranienne qui sont l'ossète, qui est l'ossète, et le tat dans le Daghestan. Et enfin, il faut mentionner les langues caucasiennes. Alors, les langues caucasiennes, elles n'ont pas de relation entre elles, si ce n'est que ce sont des langues autochtones, donc les linguistes vont les nommer langues caucasiennes. Et à l'intérieur de cette famille, vous avez 3 sous-groupes qui, elles, sont des langues sœurs entre elles. D'abord, vous avez le groupe abkhazie-circassien, donc vous avez l'abkhaze, qui est aujourd'hui en Géorgie, et les 3 langues circassiennes, l'adiguéen, le tcherkesse et le kabar. Ensuite, vous avez les langues ici veynak. Les veynak, ce sont les ancêtres des Ingouches et des Tchétchènes, donc ça regroupe l'ingouche et le tchétchène. Et enfin, la 3e langue, c'est les langues daguestanaises qui sont parlées au Daghestan. Notamment, vous avez l'avar, le darguine, le lak, l'agui, le routou, le lesguin, le tabassan et le tsako. Il faut considérer que, en raison de l'immensité du territoire russe, et pas seulement dans ce territoire, que d'après l'UNESCO, 80% des langues en Russie sont en danger dû au faible nombre de locuteurs, de programmes pédagogiques, etc. Mais les langues que j'ai mentionnées officiellement ne sont pas considérées en danger puisqu'elles ont acquis pour la plupart ce caractère officiel. Alors, comment on est arrivé dans cette situation? Donc, comme je l'ai mentionné dans la vidéo sur l'Ukraine, les Slaves, le berceau des Slaves, c'est la Podolie. Et vous le savez, les Slaves se sont divisés en 3. Un groupe est parti à l'ouest, un au sud, et le groupe oriental qui nous intéresse ici, c'est lui-même divisé en 2. Ceux qui sont partis au sud vers le Dniepr, ça va être les Ukrainiens, et ceux qui sont partis à l'est, ce sont vers la Volga, ce vont être les Russes. Alors, la région qui nous concerne a bien vu effectivement un certain nombre de tribus, notamment les Boujanes au XIIIe siècle. Mais la majorité de la steppe pontique était peuplée d'abord par des peuples indo-iraniens, à commencer par les Cimmériens, les Scythes et les Sarmates. Ensuite, comme vous le savez, puisqu'on l'a déjà vu dans l'Ukraine, les Goths, un peuple indo-européen qui, ayant fui le refroidissement climatique des rivages de la mer Baltique, se sont installés sur la steppe pontique, avant d'être chassés un siècle plus tard par les Huns et par d'autres peuples turco-mongols, à commencer effectivement par les Avars, les Proto-Bulgares, les Khazars, les Petchénègues et les Koumènes. On arrive en 1240 et les Mongols arrivèrent et détruisirent les principales principautés du monde slave oriental, à commencer par la Rousse de Kiev. Mais le fils de Gengis Khan, Jochi, eh bien, il a installé une nouvelle dynastie, un nouveau royaume, c'est la fameuse Horde d'Or qui va durer pendant 250 ans et qui va effectivement voir son démembrement vers le XVIe siècle, début XVIe siècle, en plusieurs khanats, dont le khanat de Sibir, de Kazan, d'Astrakhan qui nous intéresse ici, et le khanat de Crimée. À noter enfin que la capitale de la Horde d'Or, Sarai, qui veut dire palais, eh bien, était justement située dans l'oblast d'Astrakhan, c'est-à-dire la région qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, comment cette région est tombée sous la domination russe? Eh bien, en fait, il faut remonter à 1263, où vous avez en fait la principauté de Moscovie, Moscou, qui était qu'un duché, en fait, va prendre son essor. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo sur la Russie centrale. Du XVe siècle, avec le règne d'Ivan IV le Terrible, vous allez avoir un certain nombre de conquêtes. Il va effectivement prendre le khanat de Kazan,
le Khanat d'Astrakhan qui nous intéresse en 1556. Mais toutefois, cette domination russe sur la région qui nous intéresse aujourd'hui était plus nominale que réelle. Alors pourquoi ? Parce que en fait, malgré l'aura d'Ivan IV le Terrible, qui d'ailleurs tua son fils sous un excès de colère, et c'était du coup son autre fils Fédor Ier qui va devenir, mais qui était incapable, même sous le règne énergique de ce tsar, eh bien lui-même devait construire ce qu'on appelle la grande ligne abatie vers 1566, la même année où il a pris Astrakhan. Alors qu'est-ce que c'est la grande ligne abatie ? Eh bien abatie, ça vient de abattu, d'arbre abattu. En fait, c'est l'équivalent de la muraille de Chine version russe, puisque faite à partir d'arbres abattus, les Russes ont construit des palissades, des pieux, pour se prémunir contre les raids, les incursions des nomades, et notamment les nomades tatars de Crimée, qui justement ont trouvé la protection de l'Empire ottoman, mais également de la horde Nogaï. Donc vous voyez que la domination de Moscou, en fait, s'arrêtait à 100 km de Moscou, c'est-à-dire de cette fortification, et n'allait pas dans la région qui nous concernait. Et encore, puisqu'entre 1500 et 1550, on a noté presque 47 raids tatars, et qu'en 1571, Moscou elle-même a été incendiée. Et à la suite de cet incendie, justement, on a fait plus de 150 000 esclaves. D'ailleurs, certains linguistes reconnaissent un lien entre le mot slave, puisque ce sont des slaves, et le mot slave en anglais, qui veut dire esclave. Donc vous imaginez que déjà, sous le règne d'un souverain énergique comme Ivan IV, les raids étaient continus, et en général, ils attendaient la fin de l'été pour prendre des récoltes, et ensuite asservir les peuples. Alors imaginez lorsque le pouvoir central s'effondre, comme c'est le cas en fait sous le règne de son fils, et puis comme son fils était incapable, on a ce qu'on appelle le temps des troubles qu'on appelle l'oprichnina, donc un effondrement du pouvoir central, un changement de dynastie, c'est les Romanov qui vont arriver, et bien tout cet affaiblissement va profiter effectivement à ces raids. Et donc il va falloir une patiente reconstruction du pouvoir central pour reprendre lentement la domination, et c'est un rapport de force qui s'inverse très lentement, puisqu'on a observé qu'en 1650, donc c'est-à-dire presque 100 ans après le règne d'Ivan IV le Terrible, eh bien, vous avez une nouvelle fortification. Ce sont les lignes de fortification de Belgorod, et là, on est à 300 km de Moscou. Là, on arrive enfin dans la région qui nous concerne. Et c'est seulement cette patiente reconstruction qui, en fait, le pouvoir central reprend la domination, va stabiliser la région. Ensuite, des colons russes vont pouvoir s'installer. Et ensuite, c'est un cercle vertueux pour le pouvoir central, puisque ça va être une augmentation des rentrées fiscales. Ces rentrées fiscales vont permettre d'entretenir une armée, vont permettre d'entretenir ces fortifications, et inversement, priver les nomades de revenus. Et donc, c'est petit à petit que vers la fin du XVIIe siècle, on arrive au grand règne de Pierre le Grand, et le XVIIIe siècle marque véritablement la domination russe sur la région qui nous intéresse, notamment avec le règne de Catherine II de Russie. Ces deux souverains vont effectivement mener chacun deux guerres contre l'Empire ottoman, mais c'est effectivement avec Catherine II de Russie que le Khanat de Crimée va être finalement annexé, et que la Russie va enfin pouvoir avoir accès à la mer Noire. Parce que la stratégie depuis Pierre le Grand, et même avant, c'est que la Russie est un immense pays sans accès vers la mer Chaude. Et toutes les conquêtes, toutes les guerres que vont effectuer Moscou, c'est pour permettre à la Russie d'avoir accès aux mers chaudes, puisque vous êtes dans un pays du Nord où, effectivement,
durant de nombreux mois, vous n'avez pas accès puisque les mers sont glacées, les fleuves sont glacés. Alors, comment expliquer dans ce cas-là l'existence de la République de Kalmoukie? Comment expliquer la présence de non-russes dans le nord de notre territoire? En fait, comme je viens d'expliquer, la domination de Moscou était plus nominale que réelle. Et n'ayant pas les moyens de contrôler la région, eh bien Moscou va en fait négocier, passer un accord avec les Kalmouks. Alors les Kalmouks, en fait, ce sont de redoutables cavaliers qui viennent de l'ouest de la Chine. Ce sont des descendants des Oria. Les Oria, on va en parler dans notre prochaine vidéo. À la recherche constante de meilleurs pâturages pour leurs troupeaux, eh bien ils vont migrer petit à petit vers l'ouest et ils vont arriver dans l'estuaire de la Volga, dans la République de Kalmoukie actuelle, vers le XVIIe siècle. Du coup, les Russes vont passer un accord avec eux pour d'abord se prémunir que les Kalmouks puissent effectuer un certain nombre de raids, d'incursions, et aussi également pour protéger donc, le commerce. Parce que effectivement, Astrakhan, l'oblast d'Astrakhan ou la République de Kalmoukie, c'est ce qui permet aux Russes le commerce de la Volga vers l'Asie. Donc c'est un enjeu stratégique et commercial. Donc ils passent un accord, les Kalmouks protègent les caravanes, protègent le commerce, mais aussi protègent les frontières méridionales de la Russie contre les autres peuples nomades et contre leurs incursions. Et d'ailleurs, les Kalmouks vont être de fidèles alliés du pouvoir de la Russie impériale et ils vont être impliqués dans différentes guerres toujours alliés à la Russie. Jusqu'au début du XIXe siècle où le tsar Alexandre Ier va demander à ce peuple de se convertir puisque, comme je l'expliquais auparavant, les Kalmouks sont un peuple majoritairement bouddhiste et sont toujours un peuple majoritairement bouddhiste en Europe. Et il souhaitait qu'ils se convertissent au christianisme. Une partie de ce peuple va réémigrer dans leur terre ancestrale, mais les autres vont rester. Et justement, comment on dit rester en turc ou en mongol? Eh bien, on dit kalmak. Et c'est ce qui va donner le nom kalmouk. Donc la Kalmoukie vient de ce nom des gens qui sont décidés de rester plutôt que de repartir. Et c'est ainsi que les Kalmouks sont un peuple qui sont situés à plus de 3000 km de la Mongolie. Et le kalmouk est une langue mongole, 15 fois moins parlée que le khalkha, qui est la langue officielle de la Mongolie. Mais c'est une langue altaïque puisqu'on voit un certain nombre de ressemblances avec le reste des langues turques. Par exemple, ce sont des langues agglutinantes. Il y a un certain nombre de cas, accusatifs, génitifs, datifs. Et la construction des phrases, c'est bien sujet, objet, verbe. Donc revenons vers la Transcaucasie. La raison pour laquelle il existe un plus grand nombre de républiques dans cette région que dans le reste de la Russie, eh bien, c'est l'histoire qui va nous l'expliquer. La Russie, du coup, au début du XIXe siècle, s'est installée effectivement vers le fleuve Kouban et le fleuve Terek. C'était un peu les fleuves, les frontières naturelles. Vous avez au sud l'Empire ottoman et l'Empire perse, et entre les deux, vous avez des khanats, des émirats ou des petits royaumes qui sont plus ou moins sous la domination de ces deux grands empires. Alors, la Russie va mener dans l'esprit d'accéder vers des mers chaudes un certain nombre de guerres contre ses adversaires. Alors, comment ça va se passer? D'abord, la Russie va vassaliser la Géorgie. On l'expliquera plus en détail dans la vidéo sur la Géorgie. En 1801, la Russie va annexer la partie orientale de la Géorgie parce qu'au préalable, elle a construit une route militaire géorgienne en 1763 à Mozdok, qui est aujourd'hui dans le nord de l'Ossétie du Nord. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette construction de fort, comme on l'a vu précédemment, que effectivement vous allez voir une réaction en chaîne. Et cette route va d'ailleurs être à l'origine de la construction du Vladikavkaz. Elle va se terminer en 1799 et c'est ainsi que les Russes vont annexer la Géorgie orientale. Mais en annexant la Géorgie orientale, eh bien, elle va conduire à une réaction de la part de la Perse qui contrôlait traditionnellement cette région.
Au même moment, on a un changement de souverain. Alexandre Ier, tsar de Russie, pour la Russie, et également, vous avez un nouveau Shah du côté perse. Eh bien, vous allez avoir la troisième guerre russo-perse. Auparavant, les guerres russo-perses n'avaient pas de conséquences territoriales, qui va être enclenchée et effectivement qui va durer de 1804 à 1813. Alors pourquoi le conflit a duré autant de temps, 9 ans? C'est qu'en fait, la Russie était occupée sur d'autres champs de bataille. 1804-1813, c'est les guerres napoléoniennes, entre autres. Les Russes ne pouvaient pas mobiliser un certain nombre de troupes. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit cette guerre, on voit que le rapport est déséquilibré. Les Russes s'appuyant plus sur le progrès technique, puisque malheureusement, la Perse n'avait pas les mêmes armes que la Russie d'un point de vue technologique. Donc la différence technologique était compensée du point de vue perse par un plus grand nombre de soldats. Mais au final, en 1812 et en 1813, les Perses perdent un certain nombre de batailles et ils doivent signer le traité de Golestan, qui amène en fait plus ou moins à la frontière actuelle. Cette guerre a été provoquée par les Russes. En 1826, une dernière guerre va être menée entre la Russie et la Perse, mais la Perse n'étant pas du tout préparée, pourtant c'est elle cette fois-ci qui va l'enclencher, eh bien en 1828, vous allez avoir le traité de Turkmenchai, consolider la victoire russe et qui aujourd'hui, en fait, est la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan d'une part et l'Iran d'autre part. Et bien sûr, du coup, tous les petits royaumes ou les territoires qui étaient sous le contrôle perse passent sous le contrôle russe, sauf ce qu'on appelle l'Imama. Alors l'Imama, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un territoire de Ciscaucasie qui aujourd'hui est à peu près en Tchétchénie, qui est un État militaro-théocratique, puisque le chef militaire, c'est un imama. Et vous allez avoir 3 chefs militaires, et le dernier, 3 chefs militaires dans l'ordre chronologique, et le dernier, c'est le chef Shamil, qui va mener effectivement, ces 3 chefs vont mener quasiment plus de 30 ans de résistance à l'armée russe et qui va se terminer par la reddition de l'imam Shamil. Donc vous voyez que ce sont des peuples montagnards qui n'ont pas forcément accepté la domination russe rapidement et l'est de la route militaire géorgienne tombe ainsi dans l'orbite russe. À l'ouest de cette route, vous avez en fait ce qu'on appelle la Circassie, qui est peuplée de Circassiens. Donc les Circassiens, comme les Tchétchènes, sont un peuple autochtone. Ils étaient païens, ils se sont convertis au christianisme vers le 15e, 16e siècle. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils vont passer un certain nombre de traités, d'alliances avec Ivan IV le Terrible. Et ensuite, vous allez avoir une grande partie de la population circassienne qui va se convertir à l'islam. Et de cela, vous allez avoir des rapports très proches avec l'Empire ottoman. N'oubliez pas qu'à un moment donné, la mer Noire était un lac ottoman. Donc lorsque les Russes se rapprochent, effectivement, à la différence de l'imama qui était une concentration, un État, une organisation, là vous avez en fait des clans qui ne sont pas organisés en un État comme l'imama. Et la conquête de la Russie va être assez longue puisque d'abord ils vont constituer un nombre de forts sur le Kouban, et d'ailleurs c'est ce qui sera à l'origine de la ville de Krasnodar. Puis, à partir de 1830 à 1840, ils vont d'ailleurs mener une guerre contre l'Empire ottoman. Et à la suite de cette guerre, vont récupérer certaines villes maritimes qui étaient sous contrôle ottoman, comme Anapa, et là construire des forts. Et ensuite, pendant 20 ans, mener des guerres contre les guerres qu'on appelle russo-circassiennes, puisque la résistance va être de 1840 à 1859. Ils vont mener des guerres contre les Circassiens d'une part, et contre l'Empire ottoman d'autre part. À la fin de cette guerre, les villages sont détruits et les Circassiens sont expulsés vers l'Empire ottoman. Aujourd'hui, 2 millions de Circassiens vivent en Turquie ou dans le reste de l'Empire ottoman, notamment par exemple en Jordanie. La région va être repeuplée par des Russes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Kraï de Krasnodar et de Stavropol sont majoritairement russes. À la suite de ces guerres, de cette conquête, les Russes vont réorganiser l'administration. Il y aura 3 oblasts. L'oblast de Kouban, qui était peuplé de Russes ou d'Ukrainiens. L'oblast de Terek, également en raison du nom, qui va garder sa composition ethnique, puisque plus de 50% sont musulmans. Et le Daghestan,
qui sera, lui, à 94% de sa population autochtone. Il nous reste un mot à dire sur le reste. Donc le Daghestan, le Da'a en turc, ça veut dire la montagne. Et le Stan, on le verra plusieurs fois, c'est le pays en perse. Donc Daghestan, c'est le pays de la montagne. Alors c'est une république qui est assez atypique dans le reste de la fédération de la Russie parce que justement, c'est la seule qui dispose de plus de 2 langues officielles. On dispose même de 14 langues, mais effectivement, le russe reste la lingua franca, la langue qui permet à toutes les communautés de parler entre elles. Et parmi les autres langues, on peut mentionner d'abord l'avar, mais qui est parlé par un tiers, et de nombreuses langues turcophones. Le Daghestan est une république et même une entité administrative russe qui reçoit le plus de fonds fédéraux, puisque effectivement, c'est une région stratégique. Et d'ailleurs, depuis 2020, vous avez une base navale à Caspic pour justement dominer la mer Caspienne pour la Russie. Ensuite, à l'ouest du Daghestan, vous avez effectivement la Tchétchénie et l'Ingouchie. Alors on l'a vu, ce sont 2 langues qui sont du même groupe, les Vainak, et également en fait, ils ont été jusqu'en 1991 la même république, la république de Tchétchénie-Ingouchie. Il faut noter que ces peuples ont été déportés en 1944 par Staline parce que justement ils étaient soi-disant collaborateurs durant la Seconde Guerre mondiale. En 1957, ils ont pu retourner sur leurs terres, ce qui a créé malheureusement un certain nombre de conflits interethniques. Enfin, il faut mentionner les Ossètes qui sont complètement à part puisque c'est un peuple indo-européen. En fait, ce sont les descendants des Scythes qui peuplaient la steppe pontique il y a 2000 ans. Ils étaient encore, malgré les invasions turco-mongoles, un peuple important. Ils ont d'ailleurs joué un rôle significatif, par exemple entre l'Empire byzantin et l'Empire sassanide jusqu'au VIe siècle, entre l'Empire khazar et l'Empire abbasside du 8e au 9e siècle. Donc c'était un rôle important jusqu'à ce que les Mongols arrivent. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, effectivement, l'URSS est disloquée en 1991. L'URSS est une entité qui a connu 3 constitutions. La 3e constitution date de 1977. L'article 72 de cette constitution considère que chaque république fédérée conserve le droit de se séparer librement de l'URSS. Effectivement, c'était un droit tout à fait théorique durant l'URSS, mais qui s'est appliqué en 1991. Et c'est pour ça là que vous avez 14 nouvelles républiques qui ont trouvé leur indépendance. Toutefois, le Tatarstan et la Tchétchénie ont demandé leur indépendance alors qu'ils ne sont pas des républiques fédérées. Et c'est en raison de cela que Moscou n'a pas pu accepter l'indépendance et il craignait effectivement que toutes les autres républiques accèdent à leur indépendance. Et en raison de cela, donc Moscou a refusé, mais le président de la Tchétchénie, en 1991, a déclaré unilatéralement l'indépendance de son pays, ce qui a malheureusement débouché sur 2 guerres, les 2 guerres de Tchétchénie, une entre 1994 et 1996, qui a été marquée plutôt par la victoire tchétchène et qui a été reprise en 1999. Et là, effectivement, c'était une victoire militaire russe. Aujourd'hui, la Tchétchénie demeure dans la République de Russie et elle reçoit, au même titre que le Daghestan ou d'autres républiques, un certain nombre de fonds pour justement permettre à cette république de rattraper son retard. Il faut aussi noter que chaque entité que vous voyez, en fait, va nommer 2 représentants pour le Sénat russe qu'on appelle le Conseil de la Fédération, puisque la Russie, vu l'immensité de son territoire, est un État fédéral. Qui dit État fédéral, comme on l'a vu dans la vidéo sur l'Autriche, dit effectivement bicaméralisme. Donc, vous avez effectivement la Douma, qui est le représentant des peuples, et vous avez un Sénat, donc ce Conseil de la Fédération, qui est représenté par chaque représentant. Donc, vous avez 2 représentants par oblast, 2 représentants par kraï et 2 représentants par république. Et vous avez également une assemblée régionale, une Douma régionale, qui vote pour la législation locale. Enfin, au niveau du pouvoir exécutif, vous avez un gouverneur qui est nommé directement par le président de la Fédération de Russie. Ici, par exemple, vous avez la Douma régionale de l'oblast de Rostov. Concernant l'économie, alors il faut prendre en compte d'abord, vous voyez ici l'économie de la Russie. La Russie, sur les 20 dernières années, a une croissance moyenne de 3,4% qui s'explique parce que, effectivement, il y a eu un rattrapage qui a été fait et par aussi l'immensité de ses ressources
qui lui permettent effectivement, lorsque les ressources ont un prix important, d'avoir un taux de croissance également important. Mais vous voyez ici en bleu, et vous voyez ici, alors je ne pouvais pas prendre les 12, et j'ai pris quelques cas intéressants. D'abord la Tchétchénie. Vous voyez ici la Tchétchénie a un taux de croissance qui est bien plus supérieur à la moyenne russe. Et vous voyez même qu'au début, c'est entre 18 et 17%. Alors la raison pour laquelle le taux est aussi important, c'est qu'à la fin de la guerre de Tchétchénie, pour effectivement que la République ne reste dans le giron russe, il fallait effectivement reconstruire, et la reconstruction a effectivement engendré un taux de croissance important. En plus du fait que la Tchétchénie regorge de pétrole, et du coup, cela contribue à une croissance importante et qui est, vous voyez, 18% aujourd'hui, 6-8%, c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, j'ai pris par exemple l'Astrakhan, qui est justement un oblast cette fois-ci, qui a effectivement un certain nombre d'activités portuaires sur la mer Caspienne, mais qui ne fait pas partie de la Russie économiquement dynamique. Alors effectivement, il y a aussi les ressources pétrolières sur la mer Caspienne, mais vous voyez que le taux de croissance de l'Astrakhan était en deçà de la moyenne nationale, mais aujourd'hui, elle est au-dessus, peut-être certainement en raison des ressources. Et enfin, j'ai pris le kraï de Krasnodar, qui lui était en deçà de la moyenne russe, mais qui est aujourd'hui au-dessus, notamment à partir de 2007, parce qu'en 2007, Sotchi a été sélectionné pour être la ville pour les Jeux Olympiques de 2014. Et donc, effectivement, ça a créé un dynamisme, et effectivement, la région est perçue comme un peu, comme j'expliquais, la Floride de la Russie. Donc, vous avez une forte attraction de cette région démographique et économique. De manière générale, il faut considérer que les républiques sont beaucoup plus pauvres que le reste de la Fédération de Russie. Ils ont en général un PNB par habitant qui est plus faible. Par exemple, au Daghestan, vous avez 12 400 $, alors que normalement, le PNB moyen de la Russie est un peu plus élevé, 15 000 $, donc c'est légèrement en deçà, et les oblasts de Rostov et d'Astrakhan sont même au-dessus. Donc vous voyez, vous avez une Russie qui est dynamique, qui est riche, qui est autour de 20 000 $, PNB par habitant, et vous avez les républiques qui sont plutôt pauvres, qui sont à 12 000 $. Vous avez également un taux de chômage qui est beaucoup plus élevé dans les républiques que dans le reste. Alors, les secteurs économiques importants, vous avez d'abord dans la steppe pontique le tchernosium que nous avons évoqué, qui permet d'avoir un sol très fertile et qui permet d'avoir un rendement important. N'oubliez pas que la Russie est le premier exportateur de blé au monde, l'un des plus grands producteurs d'orge, de sarrasin, d'avoine, de seigle, et le deuxième plus grand producteur de graines de tournesol. Et une grande partie de cette production est justement dans la Russie centrale et la Russie du Sud, donc la Russie qui nous intéresse. Il faut noter également les réserves de gaz et de pétrole dans la mer Caspienne. Il faut, par exemple, 3% des réserves mondiales de pétrole sont dans la mer Caspienne et 10% des réserves de gaz dans la mer Caspienne. Donc c'est important. Donc c'est pour cela que vous avez un certain nombre de grands groupes pétroliers, à commencer par Gazprom, Lukoil, Rosneft, pour le pétrole et le gaz, et Rosagrolex ou Rosenkrotz pour l'agriculture, Servatstal, Russal et Rushalcem pour d'autres types d'industries. Vous avez Rostos Tourisme ou TUI Russia pour le tourisme et Rostelmac, par exemple, pour la fabrication de machines agricoles, puisqu'on est dans une région agricole, ou Rosvertol pour la construction aéronautique. À noter également que c'est sur la mer Noire, à Novorossiysk, dans le kraï de Krasnodar, que vous avez le plus grand port de Russie, puisque, effectivement, accès vers la mer Chaude. Enfin, il faut noter les personnalités. Donc, je veux commencer par Anton Tchekhov, celui qui a écrit La Mouette, La Ceriseraie, ou Oncle Vania, qui est natif de Tarangog, près de Rostov. Vous avez Alexandre Solzhenitsyn, qui est le prix Nobel de littérature en 1970, qui a notamment écrit L'archipel du Goulag, qui est natif du Stavropol. Mikhail Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS, qui est aussi natif de Stavropol, qui est à l'origine de la glasnost et de la perestroïka. Vous avez André Gjem, qui est le prix Nobel en 2010, ou on peut citer également Rasoul Kamzatov, qui est l'un des plus grands écrivains daguestanais. Au niveau de la gastronomie, alors vous avez différents plats. D'abord, dans l'oblast de Rostov, vous allez voir quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir
En Ukraine, notamment le borsch ou les vereniki. Dans l'oblast d'Astrakhan ou de Kalmouki, vous allez avoir du caviar, puisqu'on se retrouve dans la mer Caspienne. On peut aussi citer le balaklava, qui est une pâtisserie. Ensuite, dans le kraï de Stavropol, vous allez avoir les shashliks, donc les fameuses brochettes. Les khatchapouri, donc vous allez retrouver aussi quelque chose qui est très commun avec la Géorgie, ou les khinkali. Donc les khatchapouri, ce sont en fait ces pains au fromage. On retrouve aussi un certain nombre de soupes. On peut nommer l'oshtroka, qui est une soupe froide de légumes et de viande, ou la sheshi, qui est une soupe traditionnelle russe à base de choux, de légumes et de viande. On a aussi le shakokbili, qui est un ragoût de poulet aux légumes, qui est une spécialité typiquement caucasienne, ou des shifchara, qui sont des raviolis caucasiens farcis de viande, de fromage et de légumes. Pour finir, au niveau du sport, alors c'est assez intéressant de voir que au niveau du football, eh bien, un certain nombre de clubs sont représentés plutôt dans le sud, alors qu'on a dit qu'ils formaient à peine 3% du territoire russe. On peut noter d'abord le FK Rostov, qui est en fait vainqueur de la Coupe de Russie en 2014. Vous avez bien sûr le FK Krasnodar, qui est troisième du championnat russe en 2015 et qui est l'actuel leader du championnat. Vous avez le FK Sochi, qui est vice-champion de Russie en 2022. Vous avez le FK Alania Vladikavkaz, qui, durant les années 90, justement, était le seul club qui n'était pas de Moscou, rendait le championnat dynamique, puisqu'il finissait souvent deuxième et était champion 3 fois de suite. Et puis, vous avez l'Akhma Grozny, donc dans la Tchétchénie, sans oublier le FK Dynamo Makhachkala, puisque c'est lui qui, une fois, a engagé Samuel Eto'o, qui a donné un salaire mirobolant. Vous avez aussi d'autres champions olympiques. On peut mentionner notamment Nathalie Shapochnikova, qui est 2 fois championne olympique dans les Jeux olympiques de Moscou. Vous avez Vladimir Piknenko, qui est champion olympique de natation. Kafelnikov a remporté 3 fois le Roland-Garros et 1 fois l'US Open. Donc vous avez un certain nombre de champions, sans oublier que dans le Caucase, on a aussi une tradition de lutte. On peut notamment mentionner Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev ou Boubaïssa Saïtiev, qui sont des lutteurs reconnus sur le plan international. Alors pour finir, quels sont les défis de cette région ? D'abord, effectivement, il faut mentionner, avec cette tour de Babel, le conflit ethnique qui peut effectivement aboutir sur des attentats ou des guerres civiles. Donc effectivement, la priorité de cette région, ça va être la stabilité. La deuxième, c'est qu'on l'a mentionné, c'est que ces tensions sont dues au fait que la région est beaucoup plus pauvre que le reste de la Russie. Et donc c'est pour cela qu'il y avait un certain nombre de fonds qui sont des fonds centraux qui sont effectivement envoyés dans ces régions pour lutter contre cette pauvreté qui est structurelle. Vous avez le vieillissement de la population vers les oblasts russes qui aussi va avoir des conséquences. Et enfin, l'environnement, notamment par exemple le Don est malheureusement un fleuve qui est très pollué où la mer Caspienne, des conséquences sur le long terme de l'environnement à la mer Caspienne seront dramatiques et devront être surveillées. Voilà, alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à liker, à vous abonner et moi je vous revois dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.